Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce live où on va parler de cybersécurité et on va parler notamment de la directive NIS2, qui est cette nouvelle directive qui a été mise en place par l'Union européenne et qui va s'appliquer dans quelques mois à beaucoup d'industriels en Europe et en France. Alors, avec moi, j'ai de nombreux experts de beaucoup de sujets de chez Siemens. Donc moi, je m'appelle Elias, je m'occupe du marketing de Siemens en France. Et puis avec moi, il y a Christophe. Bonjour Christophe, ça va? Bonjour à tous, bonjour Elias. Très bien, donc moi c'est Christophe Rifla. Je suis responsable produit chez Siemens France. Je me situe donc à La Défense. Et je m'occupe de toute la gamme d'automates 1500, 1200 et de l'outil de développement TIA Portal et de l'aspect cybersécurité associé. Bon bah super. Donc Christophe, on peut t'appeler Monsieur TIA Portal. On peut. En tout cas, ça c'est un gros sujet sur la mise en conformité cyber. Fabien aussi. Merci d'être là, Fabien. Toi, tu es directeur cybersécurité de Siemens France. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ce titre? Alors moi, mes missions, elles regroupent deux aspects. Elle va rassembler, d'une part, je suis ce qu'on appelle un RSSI, donc le CISO, c'est-à-dire le responsable cybersécurité interne, pour tout ce qui est, je dirais, défendre Siemens en France, contribuer avec l'équipe. Et j'ai aussi sous ma responsabilité ce qu'on appelle le PSSO, donc c'est l'officier de sécurité produits et solutions, qui va être d'être garant de tous les mécanismes de sécurité qu'on va mettre dans nos produits pour Siemens, mais aussi pour nos clients. D'accord, donc c'est ce qui va permettre après à nos clients, à nos partenaires de savoir que les produits et les solutions de Siemens sont conformes aux normes de cybersécurité notamment. Tout à fait. Bon bah top. Des produits comme par exemple les réseaux, les switches, ça c'est une composante indispensable de la cybersécurité. Et Tom, toi c'est ton expertise? Tout à fait, Elias. Du coup, pour ma part, je m'occupe de la promotion de l'ensemble des solutions de cybersécurité réseau, notamment les gammes Scalance, par exemple, les différents logiciels aussi qu'on peut retrouver au sein de nos industries. Et l'idée, c'est de pouvoir faire le parallèle entre maintenant nos machines et nos industries qui sont de plus en plus connectées et ces différentes normes de cybersécurité. Top. Et puis on finit le tour de table. Thomas? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Thomas Joniot, pour ma part, donc je suis en charge du portefeuille de services de cybersécurité, donc qui vient compléter en fait la proposition de valeur avec les solutions de Siemens, donc Digital Industry. Bon bah super. Eh bien écoutez messieurs, on va passer la slide suivante. Et avant de commencer, ça c'est nos noms, on les redonnera à la fin avec nos contacts aussi. Donc, il y a un petit sondage qui va s'afficher sur vos écrans. La question, c'est la NIS2, c'est 3 lettres, un chiffre. Ça ne semble pas très compliqué comme ça. Et pourtant, c'est quand même un peu flou. Nous, quand on en parle avec nos interlocuteurs, chez nos clients et chez nos partenaires, c'est parfois un peu flou de ce en quoi ça consiste. Et donc, on voulait vous demander, avant de commencer, est-ce que déjà, c'est clair pour vous ce qu'est la NIS2? Est-ce que vous savez en quoi ça consiste, en quoi ça vous concerne? Et puis on espère que surtout votre réponse maintenant et puis la réponse à la fin du webinaire va changer. Donc, tu nous poses des questions à nous, parce que nous on est censé savoir ce que c'est normalement. Nous on est censé savoir, mais comme ça les personnes en live peuvent nous dire ce qu'elles en pensent. Et c'est vrai que pour retour d'expérience, quand on le voit quand on échange avec nos partenaires industriels, même si c'est une directive qui existe maintenant, qui est connue depuis quelques mois, même quelques années si on prend la première édition, on peut se rendre compte que malheureusement au niveau de l'industrie, c'est quelque chose qui est peu connu encore. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur le sujet. Bon, alors je vois qu'il y a plus de 100 réponses déjà au sondage. Parfait. Et de manière générale, la NIS2, ça reste encore un peu flou quand même. Bon, ça tombe bien, c'est le but de ce webinaire aujourd'hui. Si tout le monde savait déjà en quoi ça consiste, ce webinaire ne serait pas forcément très utile. C'est ça. Donc c'est le but du jour, découvrir ce que c'est la NIS2. Et puis, je te passe la main, Fabien. Alors, levons l'ambiguïté, parce qu'on se demandait ce que c'est que la NIS. Alors la NIS, je sais que je vais perdre une partie de l'audience, notamment parmi mes confrères ici. Ça n'a rien à voir en fait avec la plante herbacée qui sert à aromatiser une boisson célèbre du côté de Marseille. Non, là, il n'y en a pas dedans. À consommer bien sûr avec modération. Mais non, bien évidemment, ça n'a rien à voir. On va vous expliquer ce que c'est, la Network Information Security, version 2. Donc là, qui dit version 2, dit version 1. Il y en a un qui suit, merci. Alors, effectivement, on a commencé à planter le décor, c'est un peu flou, on l'a vu avec le sondage. Mais c'est une drôle de recette quand même, la NIS2, puisque déjà, on va parler cybersécurité, on va parler réglementation et on va parler Europe. On met les trois, ça peut vite devenir indigeste. Bon,
C'est pour ça qu'on s'est dit on va se mettre tous autour de la table avec nos différents chefs, nos chefs produits, pour vous expliquer ce que c'est. Alors, les différents ingrédients, déjà. Quoi, qui, quand, comment. Autant aller à l'essentiel tout de suite. Réglementation cyber, le but au niveau européen, ça va être de monter drastiquement le niveau de sécurité. Pourquoi? Puisque on estime, et notamment en Europe, que nos réseaux, nos installations critiques, mais pas que, ne sont pas encore au niveau, sans doute, et ont des failles de sécurité. Alors, oui. C'est sûr, et on peut le voir aujourd'hui, les cyberattaquants se professionnalisent. Ils ont des supports, des solutions avec des abonnements, des forces de frappe maintenant qui deviennent plus qu'impressionnantes. Mais ils sont organisés en fait comme vous, clients, comme nous, Siemens. Ils ont leur propre service de R&D, comme j'aime à le dire souvent entre nous, ils ont leur propre Thomas Jonio, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre Customer Services. Ils proposent des services. Si vous n'avez pas de compétences en cybersécurité, les cyberattaquants sont capables de vous accompagner. Ça se professionnalise la cybercriminalité avec Complètement. tout ce qu'on a en termes de nouvelles technologies. Et c'est pour ça que les industriels aujourd'hui sont devenus des cibles et que l'Europe a décidé d'agir. Tout à fait. Le cyberattaquant, il va là où ça rapporte. Donc l'industrie, ça rapporte aussi, il faut produire. Donc si on bloque un appareil de production, ça met un certain levier, pas seulement psychologique, mais direct et financier sur la victime. Et donc généralement, on estime que c'est un client qui est plus potentiellement susceptible de payer. Donc voilà quoi. Le qui, une trentaine de pays, ce qu'on appelle les États membres, les 27 pays de l'Union européenne, et puis on voit aussi les 3 autres pays associés. Quand le 17 octobre 24, alors on va voir que le 17 octobre 24, tout ne va pas changer, on reviendra sur ce délai, mais néanmoins, je pense que c'est une date que vous avez déjà entendue, et puis autant dire que c'est demain. Comment? Alors là, c'est la grande différence peut-être à préciser. Vous avez sans doute entendu parler aussi de DORA ou du RGPD, du règlement sur la protection des données personnelles. Et ça, c'est la différence entre un règlement et une directive. Un règlement, on le prend et on doit l'appliquer tel quel. Là, on est dans le cadre d'une directive, la NIS 2. La directive, elle doit être soumise à une interprétation par chaque pays, à une transposition qui va en faire une loi qui sera appliquée dans chaque pays. Donc ça sera le cas en France. Ce fameux 17 octobre, c'est la deadline pour que chaque pays État membre doit avoir transposé, dernier délai, cette directive en loi nationale pour son pays. D'accord, donc là, la NIS 2 au niveau européen, ça existe déjà, c'est une directive. Et d'ici le 17 octobre, en France, ce sera inscrit dans la loi nationale et transposé dans la loi nationale. Exactement. Et actuellement, l'ANSSI est en phase courte finale avant de le proposer au gouvernement pour que ça rentre en application. Oui, il y a eu des phases de consultation notamment, etc. Tout à fait. Bon, le contexte, on a commencé à en parler avec Tom tout à l'heure, vous le connaissez, je pense qu'on n'a pas besoin de dresser le constat. Les cyberattaques, elles sont en constante évolution. Si on parle que du système industriel et au niveau des rançongiciels ou des ransomware en anglais, plus de 250%, 80% qui vont toucher des environnements indus, et je rajouterais même souvent l'importance de la supply chain, du fournisseur. Pourquoi? Puisque on a aussi 70 à 80% des attaques, c'est les derniers chiffres Paris, qui passent par les fournisseurs pour attaquer des plus grands groupes, qui, elles, peuvent potentiellement avoir une équipe qui se charge de la cyber, ce qui n'est peut-être pas le cas des petits fournisseurs, y compris dans l'aéronautique, la défense, les systèmes les plus critiques. Et on sait qu'on est tous les fournisseurs de quelqu'un. Exactement. On travaille en écosystème, donc forcément, on a tous des liens avec d'autres entreprises. Tout à fait. Nous, on agit aussi avec la double casquette aujourd'hui. C'est que la NIS 2, en fait, on se doit d'être conforme. Et puis, on peut essayer aider aussi nos clients et nos partenaires à l'être. Effectivement. Donc ça veut dire que ça ne concerne pas seulement en fait, les gros groupes. La NIS 2, même les entreprises intermédiaires sont concernées par la directive. Tout à fait. Ouais, on va le voir juste après. Effectivement, on est dans les critères de décision. Ça touche un certain nombre d'entreprises. Bon voilà, tenez compte aussi que les cyberattaques, ça tient compte du contexte géopolitique ou de l'activité. C'est-à-dire qu'en fait, avec les événements qui se passent, notamment Russie, Ukraine, Moyen-Orient, etc., mais aussi pour revenir à s'égocentrer un petit peu en tant que bon Parisien, on a quelque chose qui va se passer d'ici le mois prochain, d'ici qui s'appelle les Jeux Olympiques, bien évidemment. 8 à 10 fois plus de cyberattaques attendues, sachant qu'on était déjà à 450 millions à la précédente édition. Là, on est plutôt en milliards attendus. Bon, c'est pas nouveau, la cybersécurité, c'est pas nouveau que les autorités s'en emparent. Il y a un petit historique derrière. C'est quand, en gros, qu'on a commencé à vraiment mettre dans la loi les idées de cybersécurité et puis l'obligation de se défendre?
J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, en fait, en spoilant, qui dit Nice 2 ni Nice 1, effectivement. Mais avant même la Nice 1, je dirais, je pense que vous êtes nombreux à avoir entendu parler d'OIV. Alors OIV, vous le voyez à l'écran, hein, OIV pour opérateur d'importance vitale. Merci Christophe. Effectivement, ce n'était pas une notion nouvelle. Faut savoir, on pense souvent que les OIV, c'est une notion qui arrivait avec la loi de programmation militaire, notamment la première édition en 2014. Il y en a une autre qui va paraître cette année d'ailleurs. C'est pas du tout nouveau. En fait, ça date de la Constitution de 58 et de Charles de Gaulle. Par contre, c'est la loi de programmation militaire qui a introduit le fait d'avoir des obligations réglementaires pour prendre en compte la cybersécurité pour ces opérateurs. Opérateurs d'importance vitale, à peu près 250, 260 opérateurs, une liste qui est classée confidentielle défense. Je ferme la parenthèse et on n'en citera aucun ici, bien évidemment. Néanmoins, des secteurs les plus critiques. J'ai cité quelques-uns tout à l'heure, hein, l'aéronautique, la défense, on peut citer les transports, l'énergie. Bon, on est passé de 0 à 1, je dirais. De 0 à 1, pourquoi? On est passé de on fait rien ou pas grand-chose, même si encore une fois, les secteurs les plus critiques n'avaient pas attendu la loi de programmation militaire pour faire un certain nombre de choses. Il y avait une maturité certaine déjà dans ces métiers. Pourtant, ça concernait que 250 opérateurs. La Nice 1 est arrivée là-dessus. 2016, on s'est dit, on va mettre pour la première fois une réglementation, un BABA cyber à faire respecter par des entreprises européennes, donc françaises mais pas seulement, mais pour prendre le cas de la France, pour dire des entreprises qui n'ont pas été considérées comme OIV, mais qui néanmoins, s'il y avait un blackout sur ces entreprises d'un point de vue une cyberattaque, néanmoins ça pourrait quand même mettre en difficulté le pays. Et donc on a voulu mettre le pied à l'étrier au niveau européen qui s'appelait la Nice 1. La Nice 1, je spoil tout de suite, ça a été un flop. Alors je suis un petit peu dur en disant ça, mais c'est quand même un peu le constat. Il y a eu des manquements dans cette Nice 1 qui peuvent expliquer ces échecs. On va en parler juste après, puisqu'en fait c'est ce qu'essaye et qui, à mon sens, arrive à combler ou comblera en tout cas la Nice 2. Il y avait plusieurs manquements identifiés dont on reviendra dessus. Une directive, pour le coup pas assez directive, des exigences trop générales, on ne savait pas comment ça allait s'appliquer, et du coup un niveau de maturité et de prise en compte très hétérogène. Et puis aussi un gros manque de sanctions. Et après, voilà, hein, si on nous dit demain, le code de la route décrète qu'il n'y aura plus de policiers, il n'y aura plus de gendarmerie, il n'y aura plus de radars dans les rues, et il y a une certaine tolérance, vous pouvez passer au rouge, je pense que le respect est un peu plus compliqué. La Nice 1, c'était un peu comme ça que ça s'est passé aussi. Donc 8 ans après, on change de dimension. 8 ans après, exactement. Et cette Nice 2, alors cette Nice 1, juste pour compléter, c'est qu'elle avait décidé de déclarer des opérateurs de services essentiels. On peut voir ça comme alors je ne vais pas dire des sous-OIV, mais comme des entreprises dont la sensibilité est un peu au-dessous des OIV et donc des exigences un peu en deçà, mais néanmoins quand même réclamées. Et des fournisseurs de services numériques. La Nice 2 a repris une notion différente, c'est-à-dire on va considérer des entités essentielles, pour faire écho toujours aux OSE, et des entités importantes. Donc on va retenir OIV, entité essentielle, entité importante, d'un point de vue exigence. Et puis après, ce n'est pas le lieu ici, on sera sans doute amené à se revoir pour ce qu'on appelle le Cyber Resilience Act, qui est une sorte de marquage CE d'un point de vue cyber, de tout ce qui va contenir un minimum d'éléments logiciels, et sur lequel on va aussi devoir se conformer et avoir un stempel cybersécurité si on veut avoir ces matériels qui circulent sur le territoire européen. Ça montre bien en tout cas la prise de conscience au niveau européen de la cybermenace et surtout le besoin de l'imbriquer dans nos produits et dans notre quotidien. Ouais, tu as raison. Puis même au niveau réglementaire, pas plus loin. Donc là, je vais permettre de citer cette source, mais il y a Myriam Kemener, qui est une magistrate qui est assez reconnue dans tout ce qui est technologie de l'information. J'ai entendu il y a 2 jours qui parlait de cette thématique-là. Elle disait les retours qu'elle avait au niveau législatif, c'est rien qu'en France, ça a doublé en 3 ans. Le nombre de pages réglementaires qui concernent la cybersécurité. C'est plus à 30 à 40 pages par an à peu près. Wow. Alors, on voit une augmentation de la maturité quand même sur le sujet de la part des différents acteurs en fait. Ouais, c'est ce que va essayer de combler aussi la Nice 2, c'est que depuis cette Nice 1, et encore une fois, les OIV, les opérateurs qui avaient été déclarés comme services essentiels, il y a une maturité qui est fortement présente dans ces milieux-là. Ou alors je pense au milieu de la banque, les établissements bancaires, ils n'ont pas attendu ni la Nice 2, ni la loi de programmation militaire non plus, pour faire ce qu'on appelle une gestion des risques et prendre en compte le risque cyber. Néanmoins, là, il y a quand même des entreprises pour lesquelles c'est peut-être moins évident. Alors, cette Nice 1, voilà ce que ça avait demandé, hein, une mise en place de mesures de sécurité, mais encore une fois qui n'était pas assez directif. Ça demandait, et ça c'est un gros pan aussi de la Nice 2,
la gestion des événements et des incidents, une obligation de remontée, qui est dans le point 3, donc la notification des incidents. C'est même un triple report, on le verra sur une autre diapo, c'est un triple report qui est demandé, avec l'alerte précoce jusqu'au rapport d'étonnement. Les limites et les freins de la NIS 1, j'avais commencé à spoiler, ça je ne l'ai pas dit, mais il y avait effectivement un oubli de plusieurs secteurs, c'est-à-dire que la NIS 1 s'était basée un peu sur les grands secteurs d'activité, comme l'avait fait la LPM, les grands secteurs évidents d'importance vitale. C'est les 10 à 12 grands secteurs. La NIS 2, on est sur 67 secteurs regroupés en 18 catégories. On s'est rendu compte, et ça c'est directement une transition avec le deuxième point, qui était la prise en compte de la chaîne d'approvisionnement, c'est que là on s'était rendu compte que la NIS 1 ne prenait pas en compte un certain nombre de secteurs, ni des éléments clés. On sait que la cybersécurité c'est une chaîne. Et cette chaîne, on le dit souvent aussi en formation, Thomas tu fais pas mal de formations cyber, la solidité c'est comme votre chaîne de vélo ou de moto, la solidité elle est égale à la résistance du maillon le plus faible. C'est ça. On dit souvent que c'est l'utilisateur qui est entre la chaise et le clavier qui est le maillon le plus faible. Non, il faut faire le maillon fort. Je ferme le petit message, mais c'est important de le dire aussi. Il n'y avait pas de détails sur les exigences de conformité, effectivement. Comment j'annonçais que j'étais conforme, puis à la limite, ce n'était pas bien grave, puisqu'il n'y avait pas de sanctions. Il n'y avait pas d'autorité, d'organisme déclaré pour les sanctions. Donc forcément, pas de sanctions, pas trop d'applications. Ouais. Ça, c'est une carte qui a circulé dernièrement avec les niveaux de maturité affichés. Alors, ça n'est pas le niveau réel. Néanmoins, ça donne une certaine indication en disant comment au niveau européen, ça date du mois dernier, en disant comment par rapport à ce qui a été paru dans la presse, sur Internet, comment est-ce que les pays semblent prêts à cette transposition, quel est le niveau de maturité de l'indice de comment ils communiquent. Bon, voilà, il y a 4 niveaux, on voit qu'il y a 2 pays qui se détachent, vous voyez les codes couleurs sur la carte au niveau maturité, notamment nos amis belges. Où là, le texte de transposition est prêt, il est disponible, donc ils sont déjà en ordre de bataille pour le 17 octobre. Nous, pour parler de la France, on est au niveau 3, c'est-à-dire, tu l'as dit Tom tout à l'heure, il y a d'ailleurs l'ANSSI a dû communiquer hier ou avant-hier, en disant on a consulté des organisations syndicales comme le JMELEC, comme d'autres organisations de RSSI, comme le Césin, essayer de consulter les gens en disant on veut des retours de terrain, est-ce que ce projet de transposition il est applicable, est-ce qu'il vous semble opérationnel dès demain? Il y a eu un certain nombre de remarques, c'est ce qu'a dit l'ANSSI. Le texte semble accueilli de manière assez favorable. C'est ça, tout à fait. Ouais. Avec toujours des remarques, mais qui seront pris en compte dans la mesure du possible par les autorités. Bon, c'est super. Et une question, je pense que se posent les personnes qui sont en train de regarder le live. Tu l'as dit, l'Europe a vraiment étendu le scope des entreprises qui sont concernées, prendre en compte toute la chaîne d'approvisionnement. Ça veut dire, je pense, bien sûr, un grand groupe, ses fournisseurs de rang 1, de rang 2, les constructeurs de machines qui vont faire les machines, etc. Exactement, etc. toute la chaîne. Je pense que les personnes qui regardent le live se posent la question aussi, est-ce que moi je suis concerné par cette directive-là ou pas? Tu parlais de 18 secteurs. 18 secteurs, 67 catégories d'activités au sein de ces secteurs. Alors juste pour lancer aussi quelques nombres, j'ai cité tout à l'heure à peu près 250 OIV pour ce qui était des lois de programmation militaire. La NIS 1, ça incluait, on ne savait pas trop, au niveau des services essentiels, on a entendu, c'était quelques centaines. On citait 300, avec l'inflation qui existe, on avait entendu 800, 1000, 1500. Il n'y a pas trop de débat au niveau NIS 2, c'est aux alentours de 15 000. 15 000 en France. En France, presque la quasi-totalité du tissu industriel, 15 000, c'est... Relativement, et c'est plus de 200 000 au niveau européen. Alors effectivement, je pense que là, vous qui êtes autour du Teams, je dirais que vous êtes, je pense, à 95% touchés. On a la liste des secteurs ? On a la liste des secteurs. Écoute, une excellente transition. On dirait presque que ça a été préparé. Alors que ça n'est pas le cas. 2 annexes dans cette liste 2. Il n'y avait qu'une seule liste de secteurs dans la NIS 1, mais justement, on voit là vraiment le complément avec la NIS 2, une annexe 2 qui a été rajoutée. En gros, on va dire, l'annexe 1, c'était les secteurs qui existaient et les plus critiques. Et on verra d'ailleurs que si vous êtes dans l'annexe 1 et que vous avez un certain nombre d'employés ou de chiffre d'affaires, félicitations, vous êtes entité essentielle. Et on a complété avec l'annexe 2, donc on voit qu'il y avait quand même des secteurs qui avaient été oubliés. Ça et là, tu l'as dit, fabrication de machines, on avait aussi la gestion des déchets, on avait pas mal de choses aux alentours sur les services de poste, tout ce qui était logistique et tout ça, qui est quand même un maillon essentiel. C'est du transport aussi, c'est hyper important. Ouais. Voilà les critères justement. Donc, entité essentielle, entité importante. Entité essentielle,
un gros socle d'exigence à répondre, entité importante, un socle moindre, mais un socle quand même. Donc on voit que il va y avoir une décision, suis-je concerné ou non? Mais effectivement, est-ce que je suis dans les secteurs de l'annexe 1, annexe 2? Puis après, on voit que c'est selon la taille de l'entreprise, donc le nombre d'employés, et selon son chiffre d'affaires. Alors c'est pas et, hein, c'est où. C'est l'un ou l'autre des critères atteints. Si vous êtes à plus de 50 millions de chiffre d'affaires, déjà vous êtes dans la ligne 1, et si vous êtes dans l'annexe 1, entité essentielle. Alors, je vois le petit nota bene, le sous réserve de dérogation. C'est un petit nota bene, mais il est hyper important quand même. C'est pour ça que je voulais le souligner, c'est que l'administration, l'autorité de tutelle, vous l'avez compris, ça sera l'ANSSI en France, elle se réserve quand même le droit, en fait, même si vous avez les critères pour être plutôt une entité importante, elle se réserve le droit de vous mettre en entité essentielle parce qu'elle va estimer, elle, de la vision, de la cartographie complète qu'elle a sur la stratégie de défense du pays face à une cyberattaque. Elle va vous juger plus stratégique que vous ne le pensez. Et elle va vous dire, bon, voilà, je sais que vous devriez être en EI. Moi, je pense que quand même, on va plutôt vous mettre en EE. Donc, il est important. Et même sur ces dérogations, ça peut être le lien, on en parlait de la supply chain. On travaille avec un acteur majeur de l'industrie française. Potentiellement, on peut avoir des retombées au niveau des prérequis, des attentes sur les cahiers des charges de cet industriel-là par rapport aux attentes que lui a de la Nice. Ouais, complètement. Et moi, si je suis un industriel, je peux prendre ce petit tableau, je peux aussi appeler les gens qui sont autour de la table pour demander, mais il y a peut-être un organisme aussi qui peut m'aider à savoir si je suis éligible à la Nice 2. Non, pas du tout. Si, bien évidemment. Et encore une fois, c'est l'incontournable à l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé sanctions, vous l'avez compris, et puis on le reverrait avec la planche d'après. Effectivement, oui, il y a des sanctions qui sont prévues. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, et ça s'est aussi passé encore une fois pour la LPM et autres, c'est qu'il va y avoir un temps d'adaptation. Temps d'adaptation, temps de tolérance, ça ne veut pas dire non plus je ne fais rien. Le temps, il n'est pas encore officiel, cette période de flexibilité. On pense à 3 ans, puisque pour la Nice 1, c'est ce qui était prévu, c'est-à-dire à partir du 17 octobre 2024. Il y aura sans doute donc cette transposition nationale qui va tomber, ça c'est certain. Et sans doute qu'on dira, ou que l'ANSSI nous dira, bon, vous avez 3 ans, et donc dans 3 ans, par contre, là, à partir de là, commenceront véritablement les contrôles et donc les sanctions. Donc un peu de souplesse pour la mise en place. Un peu de souplesse, mais en fait, cette souplesse, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Attendez pas la veille des 3 ans, ou même si c'est 2 ans, de vous mettre en ordre de bataille, parce que ça ne marchera pas. Ça, c'est une certitude. Et l'ANSSI l'a bien rappelé, c'est un organisme qui veut soutenir et qui ne veut pas sanctionner. C'est pas les policiers de la cybersécurité, mais surtout aujourd'hui, quand on voit le coût des cyberattaques que peuvent subir les industries, on se dit qu'à côté, les sanctions qu'on va pouvoir voir par la suite sont très légères par rapport au coût au final on pourrait supporter. Arrêt de production, les ransomware ou autres. Oui, tout à fait. Donc les sanctions infligées par les cyberattaquants. Mais tu vas le voir, tu le sais déjà, mais il y a les sanctions qui seront imposées par la NIS 2 en cas de non-conformité. Ça reste quand même relativement dissuasif. Il y a un vrai coup de poing sur la table aussi qui est mis par les autorités européennes là-dessus, puisque on va voir que ça peut vraiment s'assimiler au règlement, je le citais tout à l'heure, sur la protection des données personnelles. Il y a eu aussi une période de tolérance, néanmoins, on ne citera pas non plus d'entreprises qui se sont prises ces amendes-là, y compris en France, mais il y a eu des amendes très lourdes qui ont été infligées. Et c'est quelque chose d'assez dur. On verra juste après, mais ce que je voulais souligner d'abord ici, c'est qu'effectivement, tu l'as dit, l'ANSSI, c'est un organisme qui se voudra un organisme de sanction, de répression, mais avant tout, c'est un organisme d'accompagnement et je dirais, vraiment de bienveillance vis-à-vis des entreprises. En cybersécurité, on est tous dans le même bateau. On travaille ensemble, on ne peut pas travailler seul, on le voit encore aujourd'hui. On n'est pas tout seul à défendre la problématique. Parce que c'est un vœu pieux de travailler seul en cybersécurité. Et donc l'ANSSI est là, cette période de souplesse, il faut l'utiliser aussi pour discuter avec les autorités. Et ils ont fourni, notamment sur mon espace NIS 2, vous avez un lien avec mon organisation est-elle concernée, et via un certain nombre de questions. Donc vous l'avez compris, c'est une digitalisation du petit tableau qu'on a vu juste avant avec les différents critères. Dans quels critères d'appartenance êtes-vous, quel est à la grosse votre chiffre d'affaires, le nombre d'employés que vous avez, et puis à la fin ça vous dit félicitations, vous êtes concerné, ou non, vous ne l'êtes pas. Vous avez quand même beaucoup plus de chances d'être concerné. Le lien est pas valide, donc on vous le remettra
il a dû changer un petit peu depuis qu'on a fait la planche. Ils étaient en bêta version, je pense, C'est ça, avant, et là, ils sont ouais. en train de l'officialiser. Donc, C'est un site qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Voilà, comme le disait Fabien, vous pouvez trouver de l'information, vous déclarer aussi pour renseigner vos informations de votre entreprise, le responsable de la cybersécurité ou autre. Et au fur et à mesure du temps, le site va évoluer avec la NIS 2 et différentes transpositions qu'on pourrait avoir. Et c'est important aussi, ce que, effectivement, j'allais oublier, c'est peut-être important pour notre auditoire de préciser. On voit les objectifs affichés par l'ANSSI, s'informer, ce qu'on est en train de faire aussi avec eux, se déclarer, notifier. Pourquoi se déclarer? Parce que vous doutez bien, pour tout ce qui était OIV et tout, c'est les autorités qui sont allées taper à la porte des entreprises en disant toc toc, félicitations, je vous déclare OIV. Ce ne sera pas le cas pour les autorités. Attendent de votre part que vous veniez vous déclarer en disant je suis une entité importante ou je suis une entité essentielle. 15 000 entreprises en France, vous doutez bien que l'ANSSI n'est pas staffé pour aller porter la bonne lettre, la bonne parole à chacun. Donc ce site va nous aider à s'autodéterminer, savoir vers quoi on est, à quel niveau on est concerné. Exactement. Et le bon lien a été remis dans la conversation, donc vous pouvez le récupérer. Belle adaptation. Merci à nos amis de la régie. Obligation, sanction, responsabilité, 3 gros pans. Ça c'est 3 choses qu'on voulait mettre en exergue de cette NIS 2. Les sanctions, on en a parlé, vous avez vu les niveaux, je vous laisse les lire, vous les aurez après aussi avec les slides. On est quand même en pourcentage de chiffre d'affaires annuel mondial consolidé. Déjà pour une petite entreprise, ça peut peser forcément lourd dans la trésorerie par rapport à son chiffre d'affaires. Pour une grosse entreprise, on se doute. Et bien sûr, c'est le majorant des deux. C'est-à-dire qu'on va prendre le pourcentage du chiffre d'affaires et on va prendre les 7 ou 10 millions selon si vous êtes EIE et on prend le plus gros score des deux. C'est hyper élevé ces sanctions et c'est le but de la NIS 2, tu l'as dit, vraiment les autorités veulent être dissuasives et taper du poing sur la table. Exactement. Et en même temps, ce que dit l'ANSSI, ce que dit la NIS 2, c'est ces montants-là par rapport à ce que coûte une cyberattaque. Tout à fait. C'est dérisoire. Si aujourd'hui il y a une cyberattaque qui paralyse toute la ligne de production pendant 3 semaines avec une rançon, ces montants-là de 7 millions, à côté, c'est pas grand-chose. Exactement. Et aujourd'hui, si on se fait cyberattaquer avec un ransomware, souvent on s'en relève pas. Sans parler de ce qu'on pense pas, c'est l'image de marque. Bien sûr. Aussi. Parce qu'il y a le côté financier, mais il y a l'image de marque sur le marché. Tu as le côté financier, tu as le côté image de marque pour tes propres clients, mais aussi du client lui-même, vis-à-vis de ses clients. Ça peut être un impact, tu l'as dit, sur la disponibilité de l'appareil de prod. Du coup, il y a d'autres répercussions sur les êtres humains. Ça peut être assez traumatisant, c'est un cambriolage virtuel. Ça peut être aussi, on n'y pense pas souvent, mais ça peut être aussi une perte de propriété intellectuelle. Ça peut être des secrets de fabrication qui fuitent. Et ça peut être aussi de la perte de vie humaine si on s'appelle à un gazoduc, par exemple. Ouais. Donc la NIS 2, il faut s'y conformer pour éviter les sanctions, mais surtout pour éviter le pire qui sont les cyberattaques. Tout à fait. Mieux vaut prévenir que guérir. Et puis on se souvient que pour le RGPD, il y avait eu des sanctions qui étaient dans la presse, c'était public. Donc on voit aussi qu'avec NIS 2, on resserre les boulons pour les entreprises vis-à-vis de ça. Donc là, il y a tout intérêt à se mettre en conformité. Oui, tout à fait. Après, il faut relativiser. Et encore une fois, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps d'éminents experts aussi qui disaient la NIS 2, c'est une évolution, c'est pas une révolution. Donc notre but aussi, et je pense que c'est le message qu'on veut faire passer aussi aujourd'hui, c'est qu'il faut dédramatiser. Oui, c'est un gros pan, oui, c'est un changement. Pour moi, la NIS 2, c'est une transformation de l'entreprise. C'est un projet de transformation. Encore une fois, n'attendez pas la veille pour opérer, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Une gestion de conformité, une gestion des risques cyber, et de mettre tout le côté, on va le voir avec toi Tom après, de dire, ok, il y a tout un pan gouvernance, mais aussi tout un pan technique à mettre en place. Il y a tout un pan opérationnel, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je terminerai sur cette slide avec la responsabilité. C'est aussi une des différences, c'est que dans la NIS 2, c'est explicitement noté, on responsabilise le dirigeant exécutif de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on nomme responsable non pas votre CODIR ou votre COMEX, votre comité directeur, mais votre CIO, votre président directeur général, où on va dire, vous pouvez être tenu responsable de cette non-conformité à la NIS 2. Quand on lit les textes actuels, ça peut aller jusqu'à des mises sous tutelle. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des mots assez forts. Encore une fois, il y a une vraie volonté de renforcer les choses et de responsabiliser.
On va passer sur cette slide et après, je te mets en condition, Tom, parce que je te passerai la main. Il y a des exigences, parce qu'effectivement, la cybersécurité, il y a aussi des exigences. Et à l'image un peu de la fonction que je représente, il y a tout un pan qui est opérationnel et un pan avant ça qui est gouvernance. On ne peut pas faire les deux. C'est encore un manquement de la NIS 1 ou d'autres réglementations. On parle souvent de l'ISO 27, de l'IOC 62443. C'est des normes qui opèrent beaucoup par la conformité. Il en faut. La conformité, c'est important. Néanmoins, on ne peut pas se contenter que de la conformité. Pourquoi? On va faire de la gestion des risques. On peut être tenté de faire un joli tableur Excel avec les différentes exigences qui vont être réclamées. Et puis de se dire, est-ce que je suis conforme? Non conforme, partiellement conforme. Je mets un feu vert, je mets un feu orange, je mets un feu rouge. On le fait tous, on l'a tous fait et c'est nécessaire. Quand je me fais contrôler, j'ai besoin de ce tableau Excel. Néanmoins, il ne faut pas se contenter de ce tableau Excel. Il faut mettre en face des preuves. Et surtout, ces preuves, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on vous demande d'être compliant? On vous demande d'être compliant pour vous et pour vos clients. Je prends un exemple, actuellement, y compris sur les marchés financiers, les entreprises du marché financier, vous allez avoir quelque chose qui va, un postulat de base souvent qui est, et je l'ai encore entendu il y a 2-3 jours, qui va être les données sont intègres. Maintenant, on sait très bien que les cyberattaquants, confidentialité, intégrité, disponibilité, ils s'attaquent aussi à l'intégrité. On l'a vu avec l'attaque de certains hôpitaux par des rançongiciels. On ne s'est pas contenté de chiffrer les données, on a aussi attaqué l'outil de sauvegarde et de restauration des backups. Donc c'est bien de dire, oui, feu vert, j'ai des sauvegardes, j'ai un robot de sauvegarde, oui, mais est-ce que tes sauvegardes, est-ce qu'elles sont sur le réseau? Pas bien, parce que potentiellement tes sauvegardes vont également être chiffrées aussi. Et ensuite, ces sauvegardes, est-ce qu'elles sont testées de manière opérationnelle? Et là, on voit le passage entre la conformité et l'opérationnel, c'est important. Donc, gouvernance, on voit des choses, conformité par les risques et gestion des risques. Ça commence par là et par une carto. Toi, tu vas en parler de la cartographie. On ne protège bien que ce qu'on connaît. Et il faut gérer ces risques cyber. Former et encore former. Le fameux maillon faible de tout à l'heure, l'utilisateur, il faut le former, le sensibiliser et le former, c'est important. Et même pour revenir sur cette formation, tu parlais des dirigeants exécutifs. Dans le texte, c'est explicitement indiqué que ces dirigeants-là devront aussi suivre des formations et se tenir à niveau de l'actualité et du niveau en tout cas cyber. Pour moi, c'est un devoir d'alerte pour un responsable cybersécurité. C'est non seulement former ces dirigeants, mais je dirais même les surformer. Plus pourquoi? Encore une fois, il y a une étude de Gartner, je crois, qui date de la semaine dernière, 10 à 12 fois plus d'impact sur les responsables de CODIR, sur un dirigeant. C'est-à-dire qu'il est 10 à 12 fois plus ciblé par les cyberattaquants qu'un utilisateur lambda. Oui. Ils doivent être formés, y compris les assistantes de direction de ces personnes hautement placées dans l'organigramme. C'est très important. La sécurité de la supply chain, on est de plus en plus à devoir faire du rating. On parle beaucoup de AA de la France aujourd'hui dans les infos, mais on est obligé de le faire aussi sur ses fournisseurs. Nous-mêmes, nous sommes exposés par certains clients qui nous demandent de nous faire noter en tant que maturité cyber, en tant que fournisseur de confiance. Et puis, n'oublions pas, je sais qu'il n'y a personne autour de cette table, ni derrière le Teams qui aime ça, mais il faut documenter, il faut formaliser, parce que c'est nécessaire, parce qu'une bonne politique de sécurité, elle se mesure aussi. Il faut mesurer, il faut faire du lean, du lean management, il faut l'améliorer, mais pour l'améliorer, il faut la mesurer. Il faut savoir dans quel état je suis aujourd'hui, dans quel état je veux aller, dans quel état je serai demain. J'arrête là, et puis je te passe la main, Tom, pour ce qui est du côté deuxième volet, la partie droite. Avec plaisir. Bon, de toute façon, c'est une belle collaboration qu'on fait entre la gouvernance et l'opérationnel. Si je reprends ce que tu disais sur la gestion des backups et des sauvegardes, tout à fait, dans le point de continuité de l'activité, on va retrouver le plan de continuité de l'activité, tout ce qui va être aussi la reprise d'activité. Et quelque chose qui va être attendu par la NIS 2, ça va être en fait de maîtriser ces éléments-là qu'on pourra mettre en place. Aussi bien les tenir à jour, mais aussi, ok, on a des sauvegardes, mais est-ce que l'on sait rapidement les remettre en œuvre? Ça, c'est peut-être moins sûr. Ou est-ce qu'elles sont bien gérées, bien isolées des autres? C'est différents points qu'on pourra avoir. La maîtrise de son environnement, faut connaître son équipe, faut connaître ses outils, ses armes avant de partir batailler. Première partie, ça va être de venir cartographier son réseau, aussi bien les équipements que les systèmes d'information. Et dans le cadre de la NIS, on va venir parler de systèmes d'information réglementés ou régulés, qui sont en fait globalement l'ensemble des systèmes d'information qui ont un impact sur l'activité de l'entreprise. À partir de là, ensuite, l'entreprise pourra avoir des droits d'exemption sur certains SI, suite à des analyses de risque notamment, et ça aussi, dans les fameux Excel, ça va en faire partie.
Traitement des vulnérabilités, quand on voit que plus de 80% des vulnérabilités sont présentes dans un environnement industriel, c'est chose importante à prendre en compte. On connaît dans l'industrie, on ne va pas faire évoluer nos lignes de production tous les 5 ans. Donc à ce moment-là, il faut pouvoir suivre aussi l'évolution des produits, l'évolution de la menace et des compétences des cyberattaquants. La partie de chiffrement, ça c'est de plus en plus présent, notamment des communications surtout qui vont être vers l'externe. Ça va être important de pouvoir les sécuriser. Et à côté de ça, quand on a des communications, on a aussi des accès. Donc ça va être aussi pouvoir gérer les droits. Avant, on avait plutôt une politique où on attribuait les droits à tout le monde et après on venait enlever certains droits, certains privilèges. Maintenant, on va venir faire de la sécurité par défaut. On n'en donne aucun et on va autoriser uniquement quelques clés, quelques portes qui vont être nécessaires. Et c'est quelque chose vraiment de vital aujourd'hui, aussi bien les accès physiques dans le bâtiment, l'usine, les serveurs ou autres, que les accès logiques. Donc ça veut dire aussi que quand on voit les exigences, il va falloir côté industriel mettre en face les exigences et on va dire les spécificités qui sont liées à nos domaines de production, les vulnérabilités, les mises à jour par exemple. Donc prendre en compte ces critères-là qui sont spécifiques à l'industrie, qui ne sont pas toujours les mêmes côté IT. Exactement, et c'est là aussi l'une des lacunes qu'on peut avoir, c'est que l'environnement OT industriel, la cybersécurité, c'est quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est pour ça aussi l'intérêt, et on voit au nombre de participants sur cette présentation, c'est que c'est un sujet qui intéresse et pour lequel, en tout cas, nous aussi, on a à cœur d'apporter de l'information et d'accompagner. Et pour finir sur l'authentification multifactorielle, ça, on le voit dans nos outils du quotidien chez nous, mais ça va aussi être présent dans les environnements industriels, sur aussi bien un ordinateur que des solutions d'accès distant. On va pouvoir le voir par exemple avec les parfums industriels, au sein desquels on va mettre de l'authentification multifactorielle. C'est assez impressionnant la liste d'exigences et puis surtout la diversité des sujets. C'est-à-dire que, et c'est pour ça je pense qu'il y a cette période de 3 ans dont on parlait tout à l'heure, pendant laquelle voilà, on va laisser un peu de latitude. C'est que c'est pas un bouton on-off quoi. Je vais pas demain en tant que responsable cybersécurité, responsable de prod, dirigeant d'une société dire allez hop là, je fais la cybersécurité, j'allume le bouton et c'est réglé. Il y a plein de points en fait à prendre en compte. Ça serait trop simple sinon. Ça serait trop simple. Si tu veux protéger, c'est ce qu'on appelle en fait ce que tu es en train de traduire, c'est la défense en profondeur. Hein. Et quand tu veux éviter que ta maison se fasse cambrioler, tu vas pas simplement mettre une porte blindée quoi. Tu renforces potentiellement les murs, tu mets un portail, tu mets peut-être un chien, tu mets des barrières. Et puis tu éduques aussi tes utilisateurs enfants à dire tu laisses pas ouvert, tu mets pas la clé sous le paillasson et tu mets l'alarme avant de partir. Voilà, c'est plein de règles, il faut agir en même temps sur le physique, sur l'organisationnel et sur le technique. C'est ça qu'on appelle défense en profondeur. Exactement. Ce qui veut dire que c'est pas un simple firewall entre le monde IT et OT, mais il faut plein de petites couches pour se protéger. Quoi. Exactement, on peut prendre l'exemple de l'oignon. Hein. Un oignon, c'est un plein de couches, ça se protège de l'hiver. On peut venir sur les fortifications Vauban aussi, on a différents niveaux de sécurité. Et donc là, on peut le voir sur cette slide. On va avoir, bien sûr, dans un premier temps, et c'est important de le répéter et de le répéter encore et encore, la sensibilisation et la formation, d'éduquer les personnes, de les sensibiliser aux risques, aussi bien individuels qu'aux risques pour l'entreprise. C'est vrai que ça, c'est aussi un peu la faille qu'on a aujourd'hui, c'est que souvent, le risque pour l'entreprise est plus difficile à prendre en compte. Mais du coup, au fur et à mesure de cette démarche, en fait, qui s'appuie sur l'IEC 62443, donc le guide de cybersécurité pour l'industrie, on va aller de la sûreté du site et au fur et à mesure, on va avancer au fur et à mesure des étapes jusqu'à l'intégrité du système. On va venir le durcir, le renforcer, le rendre le plus perméable possible. Alors, ça a peut-être ses limites aussi, ses inconvénients, mais ça a aussi beaucoup d'avantages, notamment face au risque cyber. Et donc, ce qui est important de voir aussi, c'est que tout ce qu'on dit, tous les points qu'on dit maintenant, qu'on a pu voir avec les exigences NIS 2, on va pouvoir les présenter un peu plus concrètement avec en fait les solutions qu'on propose, et notamment aujourd'hui aussi pour accompagner dans cette démarche. Siemens, on a pu mettre en place différents guides autour de la cybersécurité, de la sécurité des réseaux, dans différents environnements industriels. On a des blueprints pour, par exemple, tout ce qui est l'agroalimentaire et la cybersécurité pour la chimie aussi. Et donc, à travers ce lien, j'espère que celui-ci fonctionne en tout cas, ou ce QR code du moins, on va pouvoir retrouver en fait 3 documents autour de la cybersécurité, des réseaux et de l'industrie, et notamment le Network Concept, qui lui va au fur et à mesure de 265 belles pages à lire au brunch le dimanche matin avec un petit café au soleil quand il sera de retour.
vous donner des idées, en tout cas, de concepts qu'on peut mettre en application au sein de son industrie. Super. Bien sûr, ça reste des concepts, il faudra les transposer dans son environnement. C'est toute la difficulté de la cybersécurité, c'est que c'est très facile à comprendre, à expliquer, les grands principes sont simples, c'est que de la logique. On se tire souvent une balle dans le pied, les experts cyber, quand on dit ça, mais on dit non, en fait, il n'y a rien de compliqué. Par contre, effectivement, après, il faut traduire ça en technique, et souvent, le diable est dans les détails, comme on dit souvent, et c'est pour ça que tu parlais en fait d'architecture type pour certaines verticales, parce que c'est vrai qu'on ne protège pas dans un domaine comme dans l'autre. Parfois, il y a des petites subtilités, même si les grands principes restent les mêmes, et il est souvent nécessaire de se faire accompagner. C'est ça. Bon. Est-ce qu'on se lancerait pas un challenge, messieurs? Parce qu'on a bien compris la NIS 2, en quoi ça consistait, quel était l'impact pour toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Ces 273 pages dont tu parles, Tom, est-ce qu'on n'essaierait pas de se les résumer en 5 étapes à portée de main pour tous ceux qui nous écoutent? En une demi-heure, on va essayer de montrer comment, en 5 points, on peut lancer sa démarche de cybersécurité. Bien sûr, on ne va pas répondre à tout, parce que en une demi-heure, ça ne suffit pas, mais déjà balayer de manière globale tout ce qui peut être fait par les industriels qui veulent se conformer à la NIS 2 en 5 points. On se lance ce défi? C'est parti. Et je pense même, pour débuter, on voit des étapes, et même plus loin que ça, il faut voir même des piliers. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'attendre la fin d'une phase avant de passer à la suivante. Il faut vraiment construire la structure cybersécurité sur ces 5 piliers. Et c'est vraiment sur ces 5 piliers que tout va reposer. Si on fait un pilier au maximum et qu'on en a un qui est bien en dessous, on peut se douter que la maison va être bancale. C'est sûr. C'est clair. Et donc là, on voit ces 5 piliers qui sont des piliers connus en tout cas de l'environnement cyber sur la démarche cyber où on va commencer du côté stratégique, gouvernance et au fur et à mesure avancer sur du concret, sur de l'opérationnel jusqu'à aller sur de la récupération malheureusement après l'incident. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec cette première étape, évaluer et la stratégie. Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, avant de commencer à réfléchir aux solutions à mettre en place, il faut déjà savoir faire un état des lieux et savoir quel est l'existant dans l'usine, dans la société, pour pouvoir en fait la sécuriser au mieux et puis également faire des investissements intelligents puisqu'on n'a peut-être pas besoin de mettre en place toutes les solutions s'il en existe déjà actuellement dans l'usine. Donc la première étape qui consiste à évaluer l'existant, elle va passer par notamment côté Siemens par les services qui vont aider les clients, nos clients, à évaluer ce niveau de maturité, à comprendre où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, à évaluer les risques aussi auxquels ils pourraient être confrontés selon leur secteur d'activité, puisque les risques ne seront pas forcément les mêmes entre le secteur du gaz, le secteur agroalimentaire, etc. Et on passera donc par une phase d'audit au départ. D'ailleurs, Siemens, dans le cadre de NIS 2, a également lancé un audit de compliance avec la directive NIS 2, en plus de l'audit IEC 62443 qui existait depuis un certain temps. Et puis l'évaluation des risques et vulnérabilités qui, là on est sur une autre méthodologie, en fait, qui permet aussi d'aller calculer et ressortir des chiffres, ce qui permet de discuter derrière avec son COMEX, avec son DAF au niveau prix. Et puis, le point important dont on parlait aussi tout à l'heure, la formation. Siemens a créé une formation qui s'appelle DI Cyber chez nous, qui est délivré par le C-Train, donc le centre de formation Siemens, qui est présent partout en France et même dans le monde. Et cette formation, elle est labellisée depuis 2016 à peu près, SecNuMedu par l'ANSSI. Le C-Train, preuve aussi de la qualité de ces formations, est également certifié Calliope. Ce qu'il ne faut pas oublier dans cette première phase, c'est que les services en fait vont être délivrés par des personnes de chez Siemens, par des employés de chez Siemens, qui sont eux-mêmes formés et sensibilisés sur les enjeux de la cybersécurité. Ce qui permet d'intervenir en fait chez nos clients aussi de manière sécurisée, y compris dans les phases qu'on verra ensuite, dans l'installation des solutions.
Toi, par exemple, Thomas, tu fais des formations sur la cybersécurité. Je suis également formateur, tout à fait. Ouais. Parfait. Donc maintenant qu'on a cette vision sur la stratégie à adopter, sur comment, par où commencer, peut-être quel est notre niveau de risque aussi, à quel risque on est exposé, ça va être de venir un peu plus dans le détail et venir s'appuyer maintenant sur un état des lieux peut-être un peu plus poussé Tout à fait. de ces systèmes. Tout à fait. La première phase qu'on a vue juste avant était beaucoup axée sur des interviews, sur aussi aller vérifier les points. Comme tu disais Fabien tout à l'heure, c'est OK, on déclare des choses, mais après il faut aller vérifier ces éléments-là. La deuxième partie, elle va être un peu plus technique, dans le sens où on va toujours aller vérifier des points, on va toujours aller récupérer de l'information qui sera importante pour ensuite créer un programme de cybersécurité. Mais là, pour rentrer un peu plus dans la technique, on va aller proposer par exemple de la cartographie des réseaux OT chez nos clients. C'est un élément malheureusement qui est souvent manquant quand on discute, quand on pose des questions, quand on demande des architectures. Parfois, on a la chance d'avoir des architectures mais obsolètes, c'est-à-dire qui ont été faites il y a 5 ou 10 ans, qui ne sont pas à jour. Et puis, parfois, on n'a pas du tout ce type de document, alors que c'est un prérequis aussi pour pouvoir aider nos clients là-dessus. Donc, on propose ce service de cartographie. On va également se mettre à la place d'un hacker. On est aujourd'hui en mesure, avec les équipes Siemens, de se mettre, en fait, d'être le hacker, mais payé pour ça. Donc, d'aller attaquer volontairement un système industriel pour aller voir s'il y a des failles qu'on n'aurait pas forcément détectées, par exemple, au travers des interviews. Et donc, on va aller attaquer sous différents scénarios, ce qu'on appelle dans le jargon la white box, grey box ou black box. Selon les scénarios, on va aller détecter différents types, différentes failles chez nos clients. Et puis, dans un mode un peu plus léger, je dirais, le scan de vulnérabilité, actif-passif. En fait, en face, par exemple, de Factory Acceptance Test, lorsqu'un OEM crée sa machine, avant qu'elle ne soit exportée chez son client final, on peut tout à fait venir sur le site de l'OEM vérifier que la machine ne comporte pas de faille, et lorsqu'elle est ensuite exportée et réinstallée chez le client, on peut aussi aller refaire l'exercice de scan pour vérifier qu'entre-temps, il n'y a pas eu de vulnérabilité qui serait apparue. Donc ça, c'est des choses qu'on peut tout à fait mettre en place. L'avantage aussi de ces services-là, et de la plupart des services que vous verrez après, c'est que c'est agnostique. On utilisera des équipements qui sont avant tout de la technologie Siemens, mais on est aussi en mesure d'intervenir sur des environnements multiconstructeurs. C'est aussi la réalité chez nos clients. Évidemment. Et c'est quelque chose qui est important aussi sur la partie des solutions de logiciels pour la cybersécurité. Au niveau de nos produits, on a aujourd'hui différentes gammes, et notamment des plus récentes. Mais une gamme qui existe déjà depuis quelques temps, c'est Synek NMS pour Network Management System. C'est un outil opérationnel qui va permettre vraiment de gérer l'ensemble de son réseau en temps réel, ou en tout cas faire des captures et pouvoir le piloter, voir les évolutions qu'on peut avoir, mais aussi configurer l'ensemble des équipements. Là, on a cet outil de cartographie. Mais si on avance un peu plus, maintenant, on a une nouvelle gamme qui est sortie fraîchement cette année, qui est la suite de logiciels Synek Security. Inspector, Monitor, Guard, on va en reparler rapidement. Et ces logiciels-là sont en fait des logiciels qu'on utilise depuis très longtemps dans nos usines, parce qu'en tant qu'industriel, depuis un bon nombre d'années maintenant, on se devait aussi de renforcer notre cybersécurité. Et donc, c'est des solutions qu'on utilise depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, qu'on utilisait en tout cas dimensionnées pour Siemens. Mais l'idée maintenant, c'est de venir l'ouvrir à nos partenaires et à nos clients en ayant une solution qui va être bien sûr ouverte aux fournisseurs tiers et aux industriels tiers, et notamment Inspector, avec cet outil non intrusif qu'on pourra venir mettre au sein de son site, qui va permettre de venir aussi bien cartographier l'ensemble de ses flux, de ses équipements et de son réseau, et ensuite aussi pouvoir s'appuyer sur ce que tu disais, la partie de test d'intrusion, et venir dérouler des scénarios de test qui sont proposés, et à ce moment-là venir en fait mettre en œuvre sa cybersécurité. Et de plus, à la fin, on peut obtenir des rapports, on peut venir programmer ces tests et obtenir ces rapports, et donc avoir une intervention plus, rapide sur peut-être des vulnérabilités qu'on aurait pu identifier. Donc avec ce genre de solutions logicielles qui sont aussi assez innovantes, on parlait tout à l'heure des hackers qui montent en compétences, mais pour se défendre, il y a aussi de plus en plus de solutions.
avec donc ces solutions-là et puis ces services, on arrive à ce deuxième pilier, on fait l'état des lieux. Et puis une fois que c'est fait, va se poser la question de comment toutes ces installations, on les sécurise et on les protège. Et c'est la troisième étape. Eh ben, tout à fait, Elias. Quelque chose qui est important de noter aussi, c'est que là, on parle vraiment de solutions qui vont être pour l'industrie, puisque c'est vrai que la cybersécurité, on en parle depuis très longtemps, notamment dans les environnements IT, un peu moins dans l'environnement OT. Mais pourquoi ? Parce qu'on a aussi des besoins différents au sein de nos usines, on peut le voir, que ce soit sur l'automatisme, sur les communications réseau ou autres. Et donc, sur cette phase 3, on va venir présenter un peu plus en détail, aussi bien sur les services, le réseau et la partie automatisme, comment on va venir renforcer notre réponse, en tout cas aux cybermenaces. Et un point qui va être important aussi, c'est qu'on va parler cette fois-ci des vulnérabilités, mais plus des vulnérabilités systémiques, des vulnérabilités plutôt présentes dans les produits, si je ne me trompe pas, Fabien. C'est ça. En fait, avec les étapes précédentes, on a vu l'aspect, on a balayé en fait de manière globale les aspects techniques, les aspects gouvernance. Et là, on rentre dans le concret, on en sait un peu plus sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour, par exemple, se conformer à la directive NIS 2. Et là, donc, au niveau des services que Siemens propose, en fait, il faut bien comprendre qu'on peut accompagner nos clients de bout en bout sur leur programme de sécurisation de l'usine. On peut toujours évoquer effectivement la partie consulting où là, on rentrera sur des sujets spécifiques dans le détail technique pour aider nos clients. Mais on va aussi voir apparaître des technologies pour sécuriser ces environnements de production. Ça va aller par exemple de la protection des endpoints, par exemple avec des antivirus ou de la whitelist, donc de la liste blanche. Ça va être par exemple intégrer des pare-feux donc au niveau terrain ou pour créer une zone démilitarisée pour faire la frontière par exemple entre l'IT et l'OT et sécuriser ces deux environnements. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau des services, comme nous nous positionnons comme un intégrateur finalement, on va bien sûr avant tout travailler avec des équipements et des solutions Siemens, mais selon les demandes de nos clients, on peut aussi travailler sur des technologies tierces, ce qui nous permet de nous adapter en fait à leurs demandes et à leurs contraintes aussi parfois. Donc, on peut installer ces pare-feux aussi pour faire de la segmentation terrain. On peut aller virtualiser des environnements, donc là c'est un peu plus spécifique pour des environnements Siemens. Aujourd'hui, on peut virtualiser certains environnements pour, par exemple, gagner de la place, pour gagner aussi en termes de flexibilité et de performance. Et on peut tout à fait, par exemple, installer des baies informatiques plug and play, entre guillemets, qu'il faudra juste ensuite paramétrer, où est déjà présente une DMZ, un système de sauvegarde, l'historian également. Et puis, on contribuera à la gestion des vulnérabilités chez nos clients avec donc la base de données qui est agnostique, donc multivendeur, IT et OT, qui s'appelle VeloCypher chez nous, que nous mettons à disposition. Donc c'est une base de données qui a été développée depuis plus de 10 ans par nos équipes cyber internes. On va aider nos clients sur la gestion de leur mise à jour. On en a parlé tout à l'heure, ça fait partie des points importants, notamment dans la directive. Et on sait que les mises à jour dans l'industrie, c'est pas quelque chose d'anodin. On ne le fait pas n'importe comment. Donc, on peut les accompagner avec notre savoir-faire là-dessus. Et puis, la continuité de service avec cette fois-ci la partie spécifique sauvegarde et restauration. Et je reviens sur la partie formation. Alors, je parlais tout à l'heure de DI Cyber, notre formation sensibilisation cybersécurité générale. On a également des formations pour les gens qui veulent aller plus loin dans le détail technique sur la partie réseau. Et donc avec ce qu'on appelle IP Base et IP Advance chez nous, toujours délivré par le C-Train, on peut également accompagner nos clients dans la compréhension et l'installation de réseaux. On a une question qui vient d'arriver sur l'état des lieux et des vulnérabilités qui est réalisé. On n'est que sur le matériel Siemens ou est-ce que des équipements tiers peuvent aussi faire partie de l'état des lieux ? Tout ce qui a été montré avant, quand on réalise les audits, les analyses de risque, le pen test, enfin, tout ce qui a été montré. Le pen test, c'est la tentative d'intrusion. Tentative d'intrusion, voilà. Tout ça, c'est fait dans des environnements agnostiques.
Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, dans le tissu industriel, ça n'existe pas une usine qui a des composants que d'un fabricant. Exactement. C'est l'objet que la remarque que j'allais faire à Thomas juste avant que tu interviennes, c'était de dire, de toute façon, un client monomarque, ça existe quasiment pas. Parce que parfois, parce qu'il faut de la rupture technologique, c'est aussi une imposition dans certains domaines, certains domaines sensibles justement. Il faut pas dépendre d'un seul constructeur. Donc de toute façon, il faut prendre en compte cette hétérogénéité, en fait, je dirais, dans les matériels. Donc Sagnostic, je confirme. Super. Et même quelque chose qu'on peut remarquer, c'est qu'au fur et à mesure des points qu'on présente, je vois beaucoup de liens, en tout cas avec la NIS 2. Tu parlais de la gestion des sauvegardes, des restaurations. On prend le point de continuité de l'activité, par exemple. C'est ça. Et un point important qu'on n'a pas mentionné, c'est ce qu'on voit en bas à droite de la slide, c'est le product CERT, qui est en fait le CERT Siemens sur nos produits, donc CERT pour Computer Emergency Response Team, qui est en fait un site sur lequel on va regrouper l'ensemble des vulnérabilités qu'on peut identifier sur nos produits. Et l'intérêt que vous pouvez avoir de l'autre côté de l'écran, c'est de pouvoir en fait vous inscrire et recevoir de manière ponctuelle une newsletter avec l'information des vulnérabilités qui ont pu être identifiées, le scoring system avec une note de l'ampleur ou de la criticité en tout cas de la vulnérabilité, bien sûr à mettre en lien avec l'environnement dans lequel elle est présente, dans le contexte. Et ça fait le lien avec Velocify sur en plus la gestion. Plus qu'un site, c'est une équipe même, on peut dire encore une fois, ça travaille en équipe, c'est plusieurs dizaines de personnes. Je le rappelle souvent chez Siemens, on est 1600 personnes à faire de la cyber à plein temps, dont cette équipe dédiée de CERT qui est le point focal entre les hackers éthiques, ou on va dire les hackers plus ou moins gentils qui remontent les vulnérabilités sur les produits, et puis nos gentils hackers pour le coup, qui sont ceux qui résolvent les problèmes, effectivement. Et d'avoir les patchs aussi disponibles dès que la vulnérabilité est corrigée. D'avoir accès aux patchs pour déployer sur son usine, c'est important. Patch OS, patch firmware, patch logiciel également. Donc il y a plusieurs, dans les mises à jour, il y a plusieurs points qui rentrent en ligne de compte. Et puis ça apporte une transparence aussi. C'est-à-dire qu'on publie toutes nos vulnérabilités. Et quelquefois, on peut dire il y a une vulnérabilité, c'est pas bien, mais c'est cette transparence. Tu prêches un convaincu. Moi, je le dis tout le temps. C'est le silence, ça demande de la méfiance. La transparence, c'est la confiance. Il nous faut en sécurité. Méfiez-vous de la poussière sous le tapis, effectivement. On aura à la fin un temps d'échange, questions-réponses avec toutes les personnes qui sont là. Il y a quand même des questions qui arrivent au fil de l'eau, et notamment on parlait tout à l'heure de l'audit qui est multigamme. Comment on gère si jamais il y a besoin de faire une mise à jour d'une CPU qui n'est pas une CPU Siemens par exemple? Nous on va pouvoir donner l'information, c'est pas nous qui allons faire le patch. C'est ça. En fait, ça dépend des projets qui sont ensuite gérés avec les clients. Effectivement, on donne l'information déjà au préalable. Et puis selon les projets, on peut tout à fait, on travaille en écosystème, on peut tout à fait faire intervenir. On a des sachants même chez Siemens sur d'autres technologies qui peuvent intervenir sur même d'autres constructeurs. Super. Quelque chose qui est important de noter, c'est que ces vulnérabilités qui sont publiées notamment dans le CERT produit Siemens, mais aussi dans tous les CERT et toutes les bases de données qu'on peut retrouver dans le monde, ces vulnérabilités vont mettre en face des firmware, des versions de firmware ou de logiciels ou d'OS qui vont permettre de corriger cette vulnérabilité. Et donc là, de manière ouverte, et toutes les solutions qu'on propose sont ouvertes. Ouais. Si on avance maintenant un peu plus sur la partie technique, réseau, et là je vais pouvoir prendre cette main, j'ai essayé de synthétiser un peu 4 grands points qui sont aujourd'hui, moi je trouve, des éléments clés de la cybersécurité industrielle et des solutions qu'on peut mettre en œuvre qui sont aussi nécessaires, demandées par l'industrie et autour desquelles on va pouvoir retrouver différents liens avec la NIS 2. Premier point qui est important, la protection des cellules de production. On reprend le point de continuité de l'activité, maintien en conditions opérationnelles. Et si je reprends la maxime diviser pour mieux régner, c'est ce qu'on va prôner ici. L'objectif, en fait, ça va être de venir segmenter son réseau déjà en zone d'importance, de criticité, et ensuite de venir isoler d'un point de vue pare-feu industriel ces cellules. C'est-à-dire que ces cellules vont toujours communiquer entre elles au sein de l'usine sur les protocoles et sur les communications qu'on va pouvoir autoriser. Mais on va pouvoir avoir, avec cette fonctionnalité de pare-feu, vraiment un filtre des menaces qui pourraient circuler. À tout moment, malheureusement, une menace est identifiée ou s'introduit dans la cellule de production. L'intérêt d'avoir pu segmenter son réseau avec un pare-feu, c'est que ça va s'arrêter au pare-feu. Et à ce moment-là, à partir du moment où on l'identifie,
on débranche, on coupe, on segmente vraiment physiquement le réseau et on peut traiter la menace locale et ensuite pouvoir maintenir au maximum son activité et donc ne pas tomber dans ces arrêts de production massifs et du coup là des pertes aussi majeures. En plus, on a un grand nombre de fonctionnalités avec ces produits. Malheureusement, les citer, ça serait trop long aujourd'hui. Sur l'accès distant, aujourd'hui, c'est un besoin. On a des environnements qui sont multi-fournisseurs, des machines qui peuvent venir de différents pays. C'est pas toujours simple d'avoir de la maintenance réactive, en tout cas s'il y a un besoin de déplacement. Avec ces solutions d'accès distant sécurisées par tunnel VPN, on peut venir faire intervenir des équipes à distance de fournisseurs tiers. L'intérêt avec Cinema Remote Connect, c'est qu'en fait, c'est l'utilisateur qui va avoir la gestion, en tout cas le propriétaire, disons, qui va avoir la gestion de l'interface et des accès qu'il autorise ou non. Point supplémentaire, on est sur un serveur privé industriel, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir nous-mêmes dans notre usine et le gérer en autonomie son serveur, mais on a aussi la capacité, Siemens, de proposer ça en SaaS et en fait d'héberger la solution sur des serveurs Siemens en Allemagne ou alors sur des serveurs AWS ou autres. Et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à gérer l'interface utilisateur et on s'occupe de toute la maintenance du serveur, la mise à jour du logiciel. Donc c'est aussi une possibilité. On en parlait, quand on identifie des patchs, faut les mettre à jour, mais on ne fait pas des mises à jour tous les jours et encore moins le vendredi après-midi. Ouais. Je pense que ça, personne n'a envie de s'y risquer. On évite le vendredi après-midi et les autres jours. On a des solutions cinéma, Cinec, NMS qui vont pouvoir, de cette manière, venir gérer et planifier des mises à jour de firmware de manière massive. On peut aussi déployer des politiques de gestion des équipements directement depuis l'outil. Et en plus de ça, voilà, on retrouve la cartographie et différentes fonctionnalités en plus de surveillance, de remontée d'informations syslog qu'on peut venir connecter à des centrales de surveillance de la cyber. Je dirais même, pour redire ce que tu disais juste avant, c'est on met à jour ou pas. Parce que quelque part, c'est une décision business. Ce qu'on dit souvent, on ne fait pas de la cyber pour de la cyber. On est entre experts, on est content, on est dans notre domaine de passion. Mais néanmoins, c'est le business. C'est ce qui nous réunit tous. Et donc, voilà. Mais en tout cas, je suis alerté et après, je prends une décision business. Voilà le risque. Bénéfice-risque, comme en pharma. Et je fais attention. Est-ce que le médicament, est-ce que le remède est mieux que le mal ou pas? Et après, je prends cette décision. Je mets à jour ou pas. Mais en tout cas, j'en suis conscient. Tu fais bien de le mentionner. C'est mentionné aussi dans la NIS 2. On identifie une vulnérabilité, on a le patch. Si on ne peut pas patcher, à ce moment-là, il va falloir atténuer le risque et donc prendre des mesures d'atténuation, donc potentiellement venir isoler d'un point de vue réseau son équipement, par exemple avec un pare-feu. On vient de cette manière vraiment l'isoler. On peut prendre des exemples d'agroalimentaires malheureusement qui sont fait cyberattaquer dû à une étiqueteuse présente en production et à l'injection d'un code bit par bit sur 2 à 3 années. Et un jour, le code étant complet, c'est déployé au sein de l'usine, arrêt de production, ransomware et tout ce qu'on peut connaître malheureusement avec la suite. Et donc ça, c'est pour ça on ne faut négliger personne et la cartographie de son réseau est un point clé. Et sur la partie de la suite logicielle Cinec Security, donc on va retrouver différentes solutions avec différents niveaux d'intervention. Inspector, vraiment pour faire le test de son réseau, de son infrastructure et connaître aussi ses équipements. Ça nous permet aussi d'avoir des rapports de cybersécurité potentiellement dans le cadre de la NIS 2, de venir justifier de l'importance ou non d'un système d'information. On va avoir ensuite, si on avance, Monitor, là, qui va vraiment faire la gestion de la cybersécurité en temps réel sur le réseau, avec l'identification des schémas de cyberattaque. Là, on s'appuie en fait sur des schémas de cyberattaque qui sont connus, et on va, avec de l'intelligence artificielle, pouvoir venir en fait comparer l'état du réseau à un moment et à un moment suivant et identifier potentiellement un schéma de cyberattaque. Et là, on remonte les informations et derrière, mise en place d'actions. Connaître, implémenter, vérifier. Et puis je dirais après aussi la résilience. Si malheureusement ça arrive, un accident, on n'est jamais à l'abri, ça finira par arriver, mais il faut être préparé. C'est ça. Et donc là, il faut être prêt à ça et on pourra le voir du coup par la suite, parce que c'est les piliers qui vont suivre. Donc quand on parle d'équipements industriels, d'outils, bien sûr, il y a la partie réseau, switch, scalance, pare-feu dont tu as parlé, Tom. Une autre grosse composante, c'est l'automatisme. Et là, peut-être qu'on peut passer la main à Christophe sur ce sujet-là. L'automatisme, quand on est chez Siemens, on parle de TIA Portal tout de suite. Et là, on a aussi une grosse brique de cybersécurité. Ouais. En fait,
le cœur de la gamme, je dirais, quand on parle de cybersécurité, on va s'orienter vers la famille 1500 et 7500. C'est donc toute une gamme certifiée qualifiée ANSSI. Donc de base, on a un matériel robuste à ce genre à des attaques, à des choses comme ça, avec plein de fonctions déjà intégrées. Et ce qui est intéressant, comme tu le soulignes, c'est que TIA Portal de base, on n'a pas besoin d'avoir un autre outil pour gérer la cybersécurité intrinsèquement. On prend le TIA Portal de base, donc tout le monde a accès, grâce à cette gamme, à un ensemble de fonctionnalités. Donc il y en a beaucoup de fonctionnalités par rapport à la cyber. On l'enrichit à chaque version de TIA Portal. On en a souligné quelques-unes, les principales. Mais il y a des choses de base comme des petits œillets qu'il y a au niveau des 1500 où on peut mettre une scellée. C'est tout bête, on va dire, mais pourquoi mettre une scellée parce que comme Tom l'a dit, c'est-à-dire que une attaque, c'est pas à pas qu'elle arrive. Et avant de se déployer, il peut se passer des semaines ou des mois. Et quand elle se déploie, c'est trop tard. C'est un peu comme une maladie, hein, c'est typiquement la même chose. Donc mettre une scellée, c'est de dire peut-être à un moment donné, on passe dans une armoire, on voit que la scellée a été cassée. Donc ça veut dire que quelqu'un a ouvert le petit clapet de la CPU et a accès à la carte SD ou au Profinet. Donc ça doit alerter. C'est toujours ce processus d'être alerté au plus tôt pour pouvoir faire une action. C'est la première couche de l'oignon dont tu parlais tout à l'heure. Défense en profondeur, défense périmétrique, physique. Dans certaines usines, on n'a que ça, hein, la défense physique. C'est la première barrière, en tout cas, essentielle. Et quand tu parles même de ces accès-là, de la même manière sur la partie réseau, sur les ports RJ, qui sont en fait des accès au réseau, hein, malheureusement. Donc ça se configure pour les bloquer, pour les surveiller. Mais on peut de la même manière venir avec des équipements, des port locks notamment qu'on a dans la gamme. C'est un cadenas qu'on va positionner sur le port RJ avec une clé. Et qui va, bien sûr, ne pas être infaillible, hein, ça reste un cadenas, on peut le casser. Mais si on le casse, ralentir voilà. L'accès alerté. Et là encore, bénéfice-risque. Bénéfice-risque. Parce que nous, dans le monde industriel, ce qu'on veut, c'est produire et ce qu'on veut, c'est de la dispo avant tout. C'est pas l'intégrité, la confidentialité comme dans le monde IT, hein, c'est surtout de la dispo. Donc effectivement, si j'arrive et qu'il faut agir rapidement ah mince, c'est bloqué. Ah ok, c'est bien dans certains environnements. Après, il faut voir. Contexte opérationnel encore, hein, la gouvernance et l'opérationnel. C'est ce qu'on appelle la cybersécurité 1.0. On commence par là. C'est pas suffisant, mais c'est déjà une étape c'est nécessaire. un début, c'est la première couche de l'oignon, comme vous disiez. Ensuite, on peut proposer des choses un peu plus conséquentes. Hein. Ce qu'on peut voir, c'est le TLS, là, en haut à droite. Alors, c'est quoi? C'est typiquement la même chose que quand vous connectez, enfin, la même technologie que quand on se connecte à votre banque. Hein. Vous avez le HTTPS avec le petit cadenas. Et il y a deux choses là-dedans. Quand on se connecte à notre banque, il faut s'assurer que ce soit bien la banque en face, pour être sûr que quand on va mettre les codes, on n'a pas un site pirate. Et après, chiffrer les communications. C'est la même chose, la même technologie, le fameux TLS et 1.3 qu'on a implémenté dans tous nos automates, pour pouvoir sécuriser les échanges entre l'automate et l'interface homme-machine ou le poste de développement et l'automate. Et aussi cette notion de certificat individuel, c'est la fameuse carte d'identité qui permet de s'assurer qu'on est bien connecté à la bonne CPU pour pouvoir échanger. Autre point, on parle de gestion utilisateur. Dans le passé, on avait un simple mot de passe et tout le monde l'utilisait et terminé. On a un peu évolué. Voilà. Quand il y avait un mot de passe. Quand il y avait un mot de passe. Qui n'était pas un mot de passe d'ailleurs. C'était voilà, le nom de ses enfants, etc. Donc là, on a un peu évolué, c'est-à-dire qu'on veut gérer les différents utilisateurs en leur donnant des droits. Un peu comme des badges dans une usine. Hein, vous n'avez pas le droit d'aller n'importe qui ne veut pas aller n'importe où. En fonction de son badge, il a des accès. On fait la même chose au niveau du développement même dans TIA Portal. On définit des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs, et on leur définit des rôles. Et en fonction des rôles, maintenance, ingénieur de développement, etc., ils ont des droits, comme une modification des applications, accès à la safety, etc. Donc il y a une forte granularité au niveau des droits pour pouvoir vraiment affiner ces choses-là. Et on peut même centraliser ces droits-là et les mettre sur le réseau IT et récupérer par rapport à tout ce que les utilisateurs utilisent sur le réseau IT sont déjà déclarés. Hein, donc les Active Directory existent. Donc on se connecte sur les Active Directory pour pas dupliquer tout le travail de deux fois, mais de pouvoir réutiliser tous ces utilisateurs dans notre monde OT et leur assigner des droits. Voilà. Donc c'est cette fameuse brique UMC. Après, on va parler aussi de traçabilité de log, c'est-à-dire qu'on va mettre, dans la CPU, maintenant, vous avez des buffers syslog qui va tracer tous les événements de sécurité. Quelqu'un s'est logué sur la CPU, a modifié l'application, a modifié le firmware, etc. Et ça permet de remonter tout ça sur des serveurs centraux pour pouvoir avoir un log, une trace de tout ce qui se passe. Et encore une fois, d'être alerté au plus tôt, de dire, tiens, c'est bizarre, il y a une personne, ça fait 4-5 fois qu'elle essaye d'accéder avec un mauvais mot de passe. Il faut vraiment voir si c'est normal ou pas.
Voilà, même, je dirais, de manière post-mortem, hein, c'est une scène de crime, c'est ce qui va aider la police technique et scientifique numérique, je dirais, à recréer un peu la timeline de l'événement. Exactement. Et enfin, on va parler d'OPCUA, parce que j'ai cru comprendre que dans les usines, il n'y avait pas que du Siemens, je le découvre. À ma grande surprise. Et donc, Tu vas passer un mauvais week-end. Oui, je découvre, j'étais convaincu. Et donc, vous avez en fait cette technologie plaisante d'OPCUA que tous nos confrères poussent nous-mêmes, qui est l'interopérabilité, qui permet justement d'interagir entre nous et de manière sécurisée. C'est ça la grande force de l'OPCUA. On va chiffrer les communications et on va vraiment sécuriser nos échanges, même autre que Siemens, à tout niveau. Donc voilà quelques points qu'on peut souligner, mais il y en a bien d'autres qu'on peut approfondir sur ce thème. Exactement. Bon, bah ça, c'était le troisième pilier de nos 5 étapes à portée de main. C'était le plus conséquent, sécuriser et protéger. Il en reste 2. Le premier, c'est comment on va surveiller que tout ça se passe bien. C'est ça, à partir en fait, du moment où maintenant on a pu mettre en place des actions, ou en tout cas les préparer, les penser, on va falloir qu'on puisse suivre en temps réel l'état d'évolution de notre réseau et potentiellement d'une intrusion ou autre. Et ne pas rester aveugle. Effectivement, une fois qu'on a mis en place toutes ces choses-là, il faut qu'on soit en mesure de détecter et de réagir rapidement, ou en tout cas le plus rapidement possible, en cas de cyberattaque. Et donc c'est là où, sur cette 4e phase, côté service, en fait, on va proposer à nos clients deux principaux thèmes. Déjà la partie sonde de détection d'anomalies industrielles, donc les sondes IDS. Alors tu en as parlé tout à l'heure, avec notamment la gamme Synec Inspector et Monitor. Donc on peut installer cette gamme-là et puis on peut aussi s'adapter en fonction de nos demandes clients en installant d'autres types de sondes si jamais c'est nécessaire dans le projet. Et puis, ce qui est complémentaire ou ce qui peut être une alternative si jamais la partie sonde de détection n'était pas choisie par nos clients, c'est la partie SIEM, c'est-à-dire la solution qui va permettre de récolter les événements, les logs, qui vont remonter par certains équipements et par certains logiciels d'une architecture OT, les collecter et ensuite les centraliser pour les analyser. Alors ça, en général, c'est réalisé par une équipe, par exemple, de SOC, Security Operations Center. C'est quelque chose qui est beaucoup plus présent côté IT historiquement, mais qui arrive côté OT. Donc nous, ce qu'on est en mesure de faire, c'est d'accompagner nos clients dans la création, dans l'intégration d'un SIEM, pour qu'ensuite il soit exploité par d'autres équipes. Et encore une fois, il y a aussi des solutions matérielles, logicielles. Tout à fait, voilà, toujours dans ce parallèle-là. Donc on retrouve Synec Security Monitor, là vraiment pour faire la surveillance en temps réel du réseau, avec des sondes qui peuvent être des sondes tierces, bien sûr, au sein de son réseau, parce que vu qu'on a sécurisé sur la phase précédente de son réseau, on a potentiellement segmenté des zones, on a limité les accès et les communications. Donc pour redescendre au plus bas de son réseau, on va avoir besoin d'espions, de sondes, qui vont pouvoir nous remonter les informations qu'elles peuvent voir passer sur le réseau. Et donc, dans ce cas-là, on a le Scalance LPE ou le RuggedCom APE. RuggedCom, c'est une gamme de réseaux qui sont plutôt pour les environnements durcis, donc un peu plus spécifiques. Mais notamment le Scalance LPE qui va permettre d'embarquer du logiciel, du Linux par exemple, et qu'on va pouvoir venir positionner en tant qu'équipement réseau au sein de son infrastructure pour pouvoir analyser potentiellement les trames qui vont circuler en y positionnant, en y installant une sonde monitor. Donc je pense que là, on a déjà bien avancé dans sa démarche. C'est clair, il reste une dernière étape, la récupération. C'est un point de la liste 2, la reprise d'activité, comment ça se passe. Là-dessus, on est capable aussi d'accompagner des industriels. C'est ça, en fait, avec la première étape où on avait regardé la partie notamment documentation, process gouvernance chez nos clients, on a une vue un peu plus claire de ce qui est mis en place. Et bien pour la suite, pour la phase de récupération, on peut aussi accompagner nos clients dans la création d'un plan de continuité et de reprise d'activité. On parlait des technologies tout à l'heure, notamment avec la sauvegarde, mais on peut aussi créer ce plan de continuité avec nos clients, sous une phase de consulting tout simplement. Super. Bon, écoutez, je pense qu'on a réussi à balayer ces
ces 5 grandes étapes tous ensemble, il y en a une dernière qui est l'amélioration continue, c'est-à-dire que tu le disais tout à l'heure, il faut toujours revenir en arrière, revoir les piliers. C'est ça. C'est une démarche itérative, voilà, comme c'est indiqué. On va retrouver la route Deming. La route Deming, le PDCA. Exactement, on avance. L'objectif, c'est d'avancer le plus possible à chaque fois, mais surtout de recommencer et toujours de se remettre en question. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne peut pas être parfait tout de suite, d'un coup. Il faut y aller étape par étape. Un plan de cybersécurité, ça se fait sur plusieurs années d'expérience, de ce que j'ai déjà vu. C'est pas en un claquement de doigts, donc ça se fait aussi au fur et à mesure des budgets qui sont débloqués chez les clients. Donc il faut y aller étape par étape, et puis quand on a cette maturité qui évolue, régulièrement en fait la réévaluer pour se dire qu'est-ce qu'on peut corriger là-dessus. Et d'ailleurs je préciserai juste avant de terminer, côté service en fait, dans la continuité d'une activité avec nos clients, les services qui ont été vus précédemment, on peut tout à fait les intégrer derrière dans un contrat de service ou de maintenance historique Siemens pour pouvoir aussi accompagner dans le temps nos clients dans la pérennité en fait de la sécurisation de leur usine. Super. Alors ça fait 1h15, bientôt 1h20. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui. On a regardé déjà ce que c'était la NIS 2, dans quel contexte elle se plaçait, qu'est-ce que ça changeait pour les industriels français, plus de 15 000 sociétés, tu disais Fabien. Et puis après, on a vu ces 5 grandes étapes. Où est-ce que j'en suis, par où je commence, comment je protège mes équipements, comment je sais si c'est efficace et comment je me relève en cas de cyberattaque. Ces 5 étapes à portée de main. Et puis surtout, comment Siemens on peut accompagner tout au long de ce processus les industriels. Exactement. C'est notre force aujourd'hui, c'est de collaborer tous ensemble avec une grande diversité de solutions qui vont pouvoir intervenir en fait, à différents moments de cette démarche de cybersécurité, notamment OT. Ou en tout cas convergence, parce que c'est un terme qui est bien utilisé, convergence de l'OT vers l'IT, de l'IT vers l'OT. Puis c'est ce que font les attaquants. Ils travaillent en équipe, ils profitent des dernières technos et ils font de l'amélioration continue sans cesse. Donc il faut se battre avec les mêmes armes aussi. Alors on a beaucoup de questions. La première c'est, est-ce qu'on pourra avoir cette présentation? Bien sûr, on vous enverra. On va passer aux questions-réponses. Juste avant, vous dire que si vous voulez aller plus loin, on va faire un détail justement sur tous ces services qui sont disponibles. Oui, tout à fait. Donc, en fait, là aujourd'hui, vous assistez au premier webinaire consacré au NIS 2. Le 27 juin, moi, je propose donc un webinaire pour rentrer un peu plus dans le détail de la partie service, parce qu'on n'a pas eu le temps forcément de tout parler. Et puis mes collègues donc feront aussi des webinaires pour rentrer un peu plus dans le détail sur les solutions. Donc n'hésitez pas à scanner le QR code qui apparaît à l'écran et à réserver votre matinée du 27 juin. Et puis on enverra dans le mail récapitulatif en même temps que la présentation, le lien aussi, et puis nos contacts. Nos contacts, on va juste les afficher à l'écran, et puis on va pouvoir passer aux questions-réponses dans le chat directement. Ce qui est important, c'est que toutes les personnes qui sont là, elles n'hésitent pas à vous contacter, à nous contacter, tous les experts cybersécurité chez Siemens pour répondre à leurs questions. Vous allez avoir aussi, en même temps qu'on a les questions-réponses, 2 petites questions à l'écran pour nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire et puis nous dire si vous souhaitez que nous, on vous recontacte après coup. Exactement. Voilà. Donc, on a pas mal de questions. Je pense qu'elles vont être affichées, mais je commence à en lire quelques-unes. Sur le sujet IEC 62443, est-ce qu'on a des formations en France à ce sujet-là? Alors, les formations sur la norme IEC, je pense qu'elles sont délivrées plutôt par l'ISA, donc l'organisme international qui s'occupe de cela. Nous, ce que nous on fait en France, c'est côté Siemens, c'est qu'on applique en fait la norme, la méthodologie pour aller à la fois auditer les clients et puis on respecte également la norme dans le développement de nos solutions. D'accord. Merci beaucoup pour la réponse. Et puis cette norme, de toute façon, oui, on la prend en compte et on peut accompagner les clients dessus. Okay. Il y a une question, parce que souvent sur les sites industriels, c'est au sujet de l'accès à distance, il y a des accès GSM qui sont directement dans les armoires. C'est ce que se constate là un de nos auditeurs et qui demande est-ce que cette approche, elle est totalement à prescrire dans le cadre de NIS 2 et comment protéger correctement si toutefois ça doit être mis en place, donc un accès GSM directement dans une armoire. Je pense que déjà d'un point de vue NIS 2, pour le confirmer je pense pas bien, mais c'est pas à prescrire, parce que ça reste un accès distant. Cependant, ce qu'il va falloir faire, c'est mesurer le risque, parce que c'est une surface d'attaque supplémentaire qu'on va ajouter.
Donc ça va être de venir mesurer son risque et face à ce risque-là, comment on va venir atténuer au maximum la menace. Parce que c'est vrai qu'on fait un point d'accès supplémentaire. Est-ce qu'on a la maîtrise de ce point d'accès? Est-ce que c'est l'industriel lui-même qui maîtrise qui peut se connecter ou non? À quoi ça donne accès? À quoi ça donne accès aussi, c'est important. Hein. Quel est derrière cet accès l'ouverture qu'on a? On a dans notre gamme notamment des modems 3, 4, 5G qui ont la fonctionnalité de pare-feu et qui peuvent aussi servir de point d'accès distant. Les retours du terrain aussi, c'est que parfois même le patron de l'usine, je dirais, n'est pas au courant, ou même parfois les employés, parce que c'est un maintenancier un peu négligent qui est passé. Justement, pour une fois, c'était relativement bien fichu, c'est-à-dire qu'on avait quand même le air gap, hein, l'usine était bien isolée de l'extérieur, parce qu'elle n'avait pas besoin de communiquer. Et puis du coup, comme mon bon maintenancier il a besoin d'avoir accès à certaines docks ou de faire certaines mises à jour, il a trouvé plus pratique de mettre une clé 4G, hein, même hein, parfois on l'a trouvé. Et effectivement, on découvre des choses en disant non, moi j'ai aucun accès distant et encore moins mobile, ni sans fil ou autre, et on découvre des choses. Et d'où encore une fois l'utilité de cette première cartographie. C'est ça. Et l'intérêt notamment de la solution Cinéma Remote Connect, c'est qu'en fait, c'est l'utilisateur, en tout cas l'industriel, qui va pouvoir garder la main de l'autorisation ou non des accès. On peut retrouver même avec une entrée digitale sur le pare-feu, venir autoriser ou non l'accès distant. Oui. Le Shadow IT, ça existe aussi. Il y a du Shadow OT aussi. Dans l'outil, exactement. Super. Alors si on continue sur les questions, nous on a beaucoup parlé du monde cinématique aujourd'hui, mais le monde numérique de la machine-outil est tout aussi concerné par ces normes-là. Donc évidemment, il y a aussi de nombreuses fonctionnalités de cybersécurité dans les commandes numériques. Il y a une question qui est... C'est vrai que sur cette partie de la machine, on retrouve aussi la directive machine, celle-ci qui vise plutôt la sécurité des équipements et des hommes, mais on retrouve un parallèle bien sûr avec la cybersécurité parce que directement la cybersécurité peut venir prendre le contrôle d'une machine. Bien sûr. On a une question sur les sondes IDS. Est-ce qu'une seule sonde c'est suffisant et où est-ce qu'on doit l'installer sur l'installation? Alors, moi je dirais qu'une seule sonde c'est suffisant si votre réseau n'est pas protégé, parce que du coup on verra tout. L'idée c'est effectivement quand on a bien fait les choses, segmentation, etc., normalement il faudra plusieurs sondes pour surveiller les différents réseaux, sous-réseaux qui existeront. S'il y a plusieurs carrefours, il faut plusieurs feux rouges. Hein. Voilà. Exactement, voilà. Après, je dirais, il y a autant de solutions que de solutions à mettre en œuvre type que d'installation, en fait. C'est ça. On peut faire des blueprints dont on parlait tout à l'heure, mais c'est des grands principes. Et après, il y a tout le temps un petit temps d'adaptation. On est sur des concepts avec ces blueprints, donc il faut les mettre en parallèle avec son besoin et son industrie. Ce qu'on a dit tout à l'heure, on doit monitorer. Il faut surveiller. On ne peut pas empêcher d'être touché au bout d'un moment. Si vraiment on est targeté, comme on dit, si on est ciblé, on finira par être touché. Mais on se doit de le détecter. C'est Thomas qui a signalé tout à l'heure. Effectivement, c'est essentiel. Néanmoins, pour bien détecter, il faut tout voir passer. Donc effectivement, il faut prendre les différents chemins des datas, de l'information, et puis de pouvoir tout voir passer, tout, je dirais, agréger, et puis tout remonter vers les SOC, les SIEM dont on parlait tout à l'heure. Super. On a une question qui est spécifique pour les fabricants de machines, puisque à partir de 2027, la cyber, ça fait partie des nouveautés à intégrer. C'est le règlement machine 2023-1230 UE et les continuités de la NIS 2 dont tu as parlé tout à l'heure, avec le Cyber Resilience Act, etc. etc. Est-ce que c'est un sujet qu'on connaît? Est-ce qu'on peut accompagner aussi des industriels sur ces questions? Alors c'est encore le début de ces nouvelles normes-là, mais c'est aussi des sujets sur lesquels on peut proposer un accompagnement? C'est encore le début. Nous, on se doit, c'est dans notre ADN, hein, de se tenir à jour et d'être dans l'état de l'art. On est même, pour plusieurs d'entre nous, dans les différents groupes de travail et dans la rédaction aussi parfois de ces textes. Néanmoins, les peintures sont pas encore tout à fait fraîches. Dans certains cas, il y a encore beaucoup de flou. Là, je dirais pour l'instant, on se concentre sur la NIS 2, parce qu'encore une fois, c'est demain. Et ensuite, effectivement, il y a un effort de cohérence et de coordination. Et ça va vraiment dans le bon sens. Hein. On parlait des EI, des OIV. Et il y a vraiment une cohérence qui est en train de se faire entre tout ça. L'OCRA, l'IOC 62443 dont on parlait. On commence à retrouver un jargon commun et vraiment une vraie articulation. Donc, parfois, il faut le reconnaître, hein, même pour les experts que nous sommes, c'était hyper compliqué de s'y retrouver. En disant c'est pas possible, un règlement chasse l'autre, il y a un terme, et quelle est la priorisation à faire entre ces termes, entre ces concepts, entre ces mesures? Là, il y a quand même une vraie cohérence qui est en train de se pousser et on peut s'en féliciter.
On voit avec l'Europe et des nouvelles certifications pour venir uniformiser la certification cyber des équipements Oui, qui tout à fait. arriveront dans les années à Et venir. on retrouve l'ANSSI et le BSI, donc son homologue allemand qu'on connaît bien aussi, à la manœuvre, parce que c'est quand même les deux entités les plus matures sur le sujet, sur les schémas de certif, etc. Super. On va prendre encore une ou deux questions. Il y en a une qui est très concrète, c'est est-ce qu'un port Ethernet d'un réseau de terrain, ça peut être un point d'accès pour une cyberattaque? Quand on parle de réseau, directement, on parle de l'infrastructure. Donc la réponse va être assez simple, ça va être oui. Parce qu'à partir du moment où on peut se connecter à un équipement qui est, lui, sur le réseau, à ce moment-là, oui. Alors, je pourrais répondre non, mais il faudrait que l'équipement soit tout seul, posé sur une table et connecté à rien du tout. Mais bon. Et encore même comme ça, on trouvera toujours quelqu'un qui va vouloir transférer de l'info et la mettre ailleurs où elle n'est pas prévue. Exactement. Pour hacker une voiture, les premiers hacks étaient par les valves de pneus. On peut passer par un système, ce que nous on appelle le HVAC, la clim. C'est justement tous ces domaines oubliés. Le hacker, ça veut dire bidouilleur. Hein. Donc on adore passer par les moyens détournés et utiliser un objet pour ce qu'il n'est pas fait. Quand on parle de réseau, on ne parle pas uniquement de la machine, des communications entre quelques machines. Le réseau, c'est différents types de protocoles. Et à ce moment-là, avec différents types de protocoles, on peut faire passer différents types de messages et sur différentes couches. Puis ça pose une question qui vient d'être posée d'ailleurs, hein, parce que là on a quand même le lien entre l'OT, le monde de l'usine, le shop floor et puis l'IT. Et il y a quelqu'un qui demande, de votre retour d'expérience, à vous, c'est qui est responsable de la gestion des routeurs justement? C'est quelqu'un de l'IT ou c'est quelqu'un de l'OT? On peut débuter un match là qui serait sans fin. Voilà, ça me rappelle la différence entre le bon chasseur et le mauvais chasseur un peu. Hein. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Voilà. Ça dépend des organisations en fait. C'est ça. Elles ont toutes des responsabilités différentes. Et enfin, moi j'ai déjà vu chez des clients, le service réseau était responsable du réseau IT et OT. Chez d'autres clients, c'était le service automatisme qui était responsable du réseau côté OT. Personnellement, j'ai jamais vu un cas de figure en fait homogène chez les clients. On en revient souvent au nerf de la guerre, hein, qui paye. C'est ça. Aussi. Ou qui est responsable en cas de problème. Aussi. Et ça, donc il y a celui qui exploite, celui qui paye, celui qui fait le cahier des charges et qui a le vrai besoin, et celui qui dirige en plus. C'est jamais évident. C'est un sujet complexe, et si jamais l'heure et demie qui vient de s'écouler ne suffisait pas, on voit que c'est vraiment un sujet qui est multifacette. Il est 11h29 et 50 secondes. Il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas répondu, mais on va réafficher, si la régie peut réafficher, une fois que le webinaire est terminé, pendant 1 ou 2 minutes, nos contacts. Parce que c'est des questions super intéressantes. J'en vois sur comment un constructeur il peut certifier son niveau de maturité, plein de questions très concrètes. Donc tout ça, vous n'hésitez pas à nous écrire. Nous, on va vous envoyer d'une part la présentation, d'autre part la vidéo avec l'enregistrement de ce qu'on vient de regarder ensemble. Le lien avec le webinaire pour aller plus loin sur la partie service et puis des informations concrètes. Si vous avez répondu, et si ce n'est pas le cas, vous pouvez encore le faire, que vous souhaitiez être contacté, il y a des experts Siemens qui vont vous contacter dans les prochains jours. En tout cas, merci beaucoup. Merci déjà à vous quatre d'avoir été là et d'avoir partagé ce sujet-là. Je pense que tout le monde dans la présentation voit un peu plus clair sur ce qu'est la NIS 2 et puis sur ce qu'on peut faire pour vraiment s'y conformer. Et puis merci surtout à vous qui vous êtes connectés si nombreux. Merci à tous. Et puis hâte de continuer ces discussions avec vous. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.